de l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Isabelle Sersa va vous présenter ce master. En 2 mots, ce master création littéraire, dont la directrice est Sylvie Vigne, c'est un master que nous avons ouvert il y a 5 ans. Il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc l'idée, c'est que écrire, ça s'apprend. Et un petit peu comme si vous voulez faire de la peinture, vous allez aux Beaux-Arts. Si vous voulez faire de la musique, vous allez au conservatoire. Si vous voulez perfectionner ou en tous les cas approfondir votre pratique de l'écriture, vous avez cette formation qui s'appelle maintenant création littéraire, mais qui forme aussi au métier de l'écriture, comme l'animation des ateliers d'écriture, et où il y a des cours de littérature, mais aussi des cours spécifiques de mise en voix, par exemple, comme vous avez pu le voir à la lecture avant-hier au soir, et des préparations, des rencontres et des entretiens avec les écrivains. Et aujourd'hui, c'est donc Julien Roumette et Floriane Blanchot qui ont préparé avec les étudiants cette rencontre avec Serge Peu. Je donne la parole. Oui, très rapidement, puisque le but c'est effectivement que ce soit les étudiants qui parlent et qui animent la rencontre. Donc on a travaillé depuis le mois de septembre sur l'œuvre de Serge avec Victorine Potiez, Romain Tarère, Antonin Monger, Yacine Benmoumen et Samuel Dutac. Et voilà, je vous laisse la parole pour la rencontre. 1, 2, super. Je voulais dire simplement que, bonjour, excusez-moi de te couper la parole. Hein. Je voulais dire que je ne suis pas un poète d'avant-garde, je suis à la garde, c'est pas pareil. Et je ne fais pas de performance. Mon prochain livre au Castor Astral va parler de mon rapport à la performance. La performance, c'est l'art de l'ego de notre société, et ce qui n'a rien à voir avec le sujet qui est le centre même du poème, le sujet philosophique. Donc je suis un anti-performeur radical et je ne suis pas du tout à l'avant-garde. Bon, il aura fallu ces rencontres de la grâce pour rencontrer Serge Pey. Je crois pourtant qu'on aurait pu rencontrer bien avant. Vous avez en effet effectué un long parcours déjà au sein de notre université. Vous êtes maître de conférences. Serge Pey, vous avez participé à la fin des années 70 à la création du service culturel du Mirail, où vous avez dirigé l'atelier de poésie contemporaine à travers des chantiers d'art provisoire. Vous avez aussi été là-bas fondateur, au début des années 80, des rencontres internationales de la poésie et des continents de la parole. Vous êtes le fondateur de 2 revues engagées, Émeute en 75 et Tribu en 81. Toujours engagé, vous figurez en 2015 parmi les signataires de l'appel des 58, qui défend toujours la liberté de manifester contre l'état d'urgence et la criminalisation des mouvements sociaux. Auteur d'une 50aine de livres de création et de théorie, vous êtes aussi un plasticien de la poésie, je crois, et avez écrit des poèmes sur des bâtons et lancé les marches de la poésie. Vous avez reçu cette année le Grand Prix national de la poésie, et il y a quelques jours à peine, de semaines je crois, le prix Guillaume Apollinaire pour votre ouvrage magnifique Flamenco. Donc une reconnaissance méritée, je crois, de l'institution, mais qui ne doit pas masquer un travail de longue haleine pour rendre la poésie à l'espace public, notamment à travers l'action, et un travail sans cesse réitéré de l'oralité. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui et remercions aussi chaudement les organisateurs du banquet de La Grâce pour faire une grande place à cette poésie, comme à la poésie en général. Merci. Merci. Alors on va commencer par vous parler de vos nouvelles. Et du coup, vous avez publié... Du coup. De quoi ? Ne dites plus du coup. D'accord, j'arrête. J'entends ça toute la journée, c'est plus possible. Même ici à La Grâce. Du coup, ne dites plus du coup. Merci. Donc, oui, non, c'est le programme. Vous avez publié plusieurs recueils en prose ces dernières années, dont Trésor de la guerre d'Espagne en 2011, La boîte aux lettres du cimetière en 2014, et Histoire sarde d'assassinats, d'espérance et d'animaux particuliers en 2017. Est-ce que vous pensez qu'il y a des liens entre votre œuvre en prose
votre œuvre en nouvelle et avec la poésie, votre poésie. Et comment pensez-vous l'un par rapport à l'autre? Oui. C'est une vieille histoire. Hein. Déjà, Aristote raconte que la versification ne fait pas le poème. Hein, et qu'on peut écrire des traités de mathématiques ou d'astronomie en versification, ce qui ne fait pas de cette versification une poésie. Alors il y a une relation effectivement entre les formes, diverses formes que j'emploie, entre la prose et ce qu'on appelle le poème, dans la mesure où toute création qui s'avance vers la constitution du sujet, hein, c'est-à-dire de naître de libération pour soi-même et pour les autres, c'est un mouvement qui a une relation, une sorte de gymnastique entre la vie et le langage qui se modifient mutuellement l'un l'autre. La vie qui va modifier le langage et le langage qui va modifier la vie. Mais la poésie est une expérience, comme le sacré. Nous sommes dans un endroit où il y a une expérience à vivre. Et c'est le fameux débat qu'il y avait entre Romain Rolland et Freud, hein, par rapport au sacré, au divin et au religieux, et qui a toujours été impliquant pour moi, et qui fait que Romain Rolland, dans les lettres qu'il adressait à Freud, lui disait, écoutez, si vous n'aimez pas le mot sacré, parlez du sentiment océanique. Voilà. Et chacun a cette expérience merveilleuse avec les étoiles, où tout d'un coup on se sent comme une petite parcelle au centre de l'univers. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre la poésie et les formes de la prose? Bien sûr, et je suis obligé de passer par l'expérience, puisque tout ce que j'écris en prose, ça raconte, en fait, dans quelle mesure je suis arrivé au poème. Le trésor de la guerre d'Espagne, alors aussi, lorsque je discutais, il y a un texte qui va apparaître sur ma rencontre que j'avais effectuée avec Lacan, il y a de cela de nombreuses années, et où nous avions une discussion sur l'inconscient, hein, qui existe en dehors de nous et qui est constitué en langage comme un bloc de réel. Et il y a une relation évidemment entre le poème et la nouvelle. Et on disait ensemble qu'il n'y avait pas d'imaginaire. C'est-à-dire que je suis contre l'imaginaire. L'imaginaire n'existe pas. Le réel est beaucoup plus important que les péripéties, que les gymnastiques, que les cirques, que les acrobaties ou les funambulismes de soi-disant de fiction, soi-disant imaginaire. Le réel, on ne le voit pas. Il est tellement fort ce réel qu'il faut arriver à le percer. Et lorsqu'on arrive à faire ce trou, eh bien, avec le langage évidemment, on découvre des éléments, des pulsions, des respirations qu'un type comme moi est obligé de capter. Alors, je raconte, c'est-à-dire que les expériences poétiques du vécu, ben je les raconte. Des fois, j'ai pu aussi, parfois, reprendre un poème et le traduire en prose. Hein, c'est-à-dire le re-raconter. Le texte sous la loupe, par exemple, que je raconte à la fois dans Venger les mots et à la fois dans Histoire sarde de meurtre, d'assassinat et d'animaux particuliers, c'est le même texte, mais que je remets en situation. Car un poème peut, comme cela, éclater et être différent. La poésie, c'est aussi un retour, la création d'une enfance. C'est la création d'une enfance, c'est-à-dire que plus vous allez vieillir dans votre écriture, plus vous allez renouveler les formes de votre propre enfance, c'est-à-dire de la pureté des étonnements qui vous ont habité jadis ou que vous allez réinventer de cette façon-là. Alors, le trésor de la guerre d'Espagne, évidemment, je raconte en partie mon enfance, toutes les histoires que j'écris, même celles qui paraissent les plus folles, sont des histoires vraies. La seule chose, c'est que parfois, je m'interdis d'écrire certaines histoires qui sont tellement fortes parce que je me dis, je ne vais pas trouver la force de leur vérité et les gens vont imaginer que je suis un mythomane. Mais donc c'est la seule barrière que je peux avoir, que je dresse devant moi. Mais les histoires que je raconte sont des expériences du poème qui me permettent
d'écrire le poème. Alors, c'est très difficile de parler, enfin, pour ceux qui ont lu les livres, c'est facile de comprendre ces choses-là, et en même temps, ces histoires, aussi, ça correspond à des mondes où ceux qui m'ont transmis le poème n'écrivaient pas de poésie, mais la vivaient, ou la chantaient, ou la disaient, ou la décrivaient. Et donc j'écris, le poète aussi est un écrivain public, et je retrace ces histoires pour des gens qui étaient dans une sorte d'illettrisme, mais qui étaient plus, dans le fond, au centre même de la vérité d'un poème, que ceux qui pouvaient procéder d'une manière permanente à la gymnastique des écritures. Et le trésor de la guerre d'Espagne, ou la boîte aux lettres du cimetière, ça a été ce compromis-là. Vous savez, je suis devenu poète, et c'est ce que je raconte. Quand j'étais enfant, fils de l'immigration espagnole, républicain, anarchiste, catalan, on avait des athénéos, c'est-à-dire des lieux où on partageait la littérature et la poésie. Et pour Noël, on ne nous faisait pas écrire des textes au Père Noël. On écrivait à un type qui était mort, Antonio Machado, qui avait une boîte aux lettres. D'ailleurs, une des boîtes aux lettres, c'est mon père qui l'avait installée, qui avait une boîte aux lettres sur sa tombe. Alors imaginez-vous, quand vous avez 7 ans, 8 ans, que vous commencez à écrire, on vous fait écrire quelqu'un qui est mort, et vous avez un facteur qui était complice sûrement, il devait être membre de la CGT, qui allait au cimetière et qui portait les lettres sur la tombe. Je veux dire, c'est un choc. C'est pour ça que je crois que la poésie est toujours un choc, une initiation, dans le fond, une ouverture vers le mystère. Et puis, en retour, il y avait des gens qui écrivaient sur cette tombe. Et on nous réunissait, hein, les enfants, pour répondre au courrier qui avait été adressé à Antonio Machado, imaginez-vous. Et alors ça fait qu'on recopiait les lettres d'Antonio Machado et on les renvoyait. C'est-à-dire que c'était formidable. Écrire un mort comme Antonio Machado, c'était écrire un vivant. Et les gens qui marchaient dans les allées du cimetière étaient plus morts que celui pour qui on écrivait. Donc je raconte l'histoire de la boîte aux lettres du cimetière. Et ce qui a fait que l'an passé, ou il y a quelques années, alors que l'université, que je vois mes collègues qui sont là, quand j'étais étudiant, tout le monde connaissait Antonio Machado. Tout le monde connaissait Antonio Machado. L'adresse de l'université, c'est Avenue Antonio Machado. Et depuis, écoutez, une vingtaine d'années, y compris mes collègues, je leur dis, donnez-moi l'adresse de l'université. Alors en général, les profs savent où ils habitent. Mais les étudiants ne connaissent pas l'adresse de l'université. Ce qui, quand même, ça pose un problème. Et quand ils la connaissent, ils ne savaient pas prononcer le nom de Machado. Ils m'ont appelé Mécano, Mikado, etc., etc. Et j'ai vu que beaucoup d'enseignants ne connaissaient pas, ne savaient pas qui était Machado. Et j'ai demandé à l'université, mais ils n'en ont pas tenu compte, que chaque année, quand on reçoit les étudiants, lire un court extrait d'un poème de Machado. Mais l'université s'en fout. L'université n'aime pas Antonio Machado. Et je suis parti, et c'est ça l'histoire d'un livre. Hein, je suis parti de l'université, après avoir fait écrire près de 1200 lettres à des jeunes du quartier du Mirail et à des jeunes étudiants. C'était pas un atelier d'écriture, mais ils écrivaient des lettres. Et je suis allé déposer, j'ai traversé, je suis passé par la Grasse à pied, et je suis allé déposer ces lettres dans le cimetière de Collioure. Et ça a été une expérience formidable. Ce sont ces histoires que je raconte. Il y en a plein. Et ma leçon, si j'en ai une, d'écriture des nouvelles, n'est pas du tout séparée de l'exercice de la poésie, bien au contraire, mais c'est une façon de commenter la démarche du poème. Voilà. Et c'est pareil pour les histoires sardes, ou pour les histoires, pour la boîte aux lettres, pour le trésor de la guerre d'Espagne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Vous avez très bien répondu, vous avez même anticipé sur notre prochaine question.
parce qu'effectivement, on avait noté effectivement dans Histoire Sartre que vous parliez du soleil et de la loupe dans un passage, et qu'il y avait effectivement ce poème, enfin c'était très proche. Et voilà. Mais vous avez répondu du coup à comment les choses se sont passées. Et donc, en fait, donc là, on voit que vous avez donc écrit de la prose, des nouvelles, la poésie, donc qui vient commenter cette poésie. Mais vous n'avez pas fait que ça. On a vu qu'il y avait vraiment une grande diversité, une grande variété de formes dans ce que vous avez fait dans votre œuvre. Donc, vous avez l'oralité, vous avez les bâtons, et vous avez donc les écrits, donc la prose, la poésie, et même dans la poésie, quand on regarde par exemple dans Hayuk Poème stratégique, et quand on le feuillette, on voit qu'il y a une variété de formes qui est qui est vraiment immense. Et la question, c'est comment cette variété, comment s'est fait le choix pour vous de cette variété, ou comment ça s'est imposé à vous? Qu'est-ce qui a fait que... Oui, je comprends cette question. Bon, d'abord, comme le disait Ferré, on n'est pas des poètes de variété. Mais c'est et comme disait Che Guevara, je ne suis pas marxiste, mais c'est la réalité qui est à ma place. Et donc, pour la poésie, c'est la même histoire. C'est que tout d'un coup, c'est le monde qui est comme ça et qui va sécréter ses propres formes. Alors, c'est une question immense, évidemment. Lorsque je travaille, je ne sais pas si ça correspond à ça, avec les Indiens, les peyotes, lorsque je vis en Amérique latine, au Mexique, avec les Huicharicas, les Indiens Huichol, qui passent leur temps à faire un trou à l'intérieur de la matière pour voir ce qu'il y a derrière, un trou qui s'appelle le Nierica. Et lorsque je prends les champignons, le cactus hallucinogène, le peyote, le riculi qu'on appelle, pour essayer de voir et de comprendre, de saisir les images qui sont sur les itouris, les lits des dieux. Évidemment, la retranscription de ce que je vois ne peut pas se faire n'importe comment. Et donc je suis obligé de dessiner ce que je vois et ensuite de mettre le commentaire qui est à côté de ce que je vois. Donc graphiquement, ça donne quelque chose de différent, et bien évidemment. Il n'y a pas de coupure, comme le disait mon ami Henri Méchonic, et qui était souvent présent ici d'ailleurs, entre l'écriture et l'oralité. C'est un faux débat. Hein. Toute oralité comporte son écriture, et toute écriture comporte son oralité. Et parce que, pour une simple et bonne raison, comme je l'explique dans quelques écrits, l'anthropos est un lecteur avant tout. Hein. Derrida nous l'apprend. Et c'est parce qu'il est un lecteur, l'anthropos, qu'il invente d'un même mouvement écriture et oralité. Donc les formes partent de là. Lorsque je travaillais avec Armand Gatti, et que j'étais son éditeur, d'ailleurs, nous étions tous des noms d'arbres, et que je m'étais rangé à côté de la lutte du peuple irlandais et de Bobby Sands. Je ne pouvais écrire, et que les gens avec qui j'étais écrivaient leurs poèmes dans les cellules avec leurs excréments contre les murs pour apprendre leur langue. Je ne pouvais que travailler dans la langue des excréments, par exemple, et essayer de voir qu'est-ce que c'était que ce fameux alphabet Hogan, où chaque lettre est un nom d'arbre. Et donc j'étais obligé, pour écrire évidemment, de dessiner chaque arbre. Et donc, évidemment, ces expériences vont créer de nouvelles façons d'écrire. Quand on fait ce qu'on appelle une action, hein, une poésie d'action. La poésie d'action, c'est pas pareil que la performance. Je suis obligé de replacer ces choses-là. La performance, c'est vraiment l'art de la société globalisée et du capitalisme financier. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent des publicités télévisuelles qui sont, et c'est l'expression de l'ego, hein, et l'ego qui n'a rien à voir avec le sujet. Mais la poésie d'action a toujours existé. Ce n'est pas la mise en gymnastique d'un poème. C'est la façon d'essayer de quitter le livre, la page, et pour créer une autre page à l'extérieur.
voilà, sur le sol, sur un mur. Lorsque je fais des barricades de poèmes avec des adhésifs, hein, c'est les Basques qui m'ont appris à faire ces barricades. C'est-à-dire comment immobiliser une rue avec un simple rouleau de scotch. Et je trouve que immobiliser une rue avec un simple rouleau de scotch, c'est vraiment une expérience poétique, hein, d'écriture du plus haut niveau. Et c'est pour cela aussi que lorsque je vais essayer de retraduire ces barricades de poèmes que je fais dans les rues, je suis obligé d'inventer une nouvelle façon de les éditer. Le bâton, ça a toujours été... évidemment, j'écris sur des bâtons, et ça a toujours été un retour aussi à l'enfance. Je fais des choses que n'importe qui pourrait faire. Je me donne comme projet de faire des choses que n'importe qui aurait pu faire. Et ça, c'est très important. N'importe qui peut écrire sur un bâton. N'importe qui peut écrire sur un bâton. Et quand j'étais enfant, on pelait les bâtons. Qui ne l'a pas fait ici? Peut-être que nous sommes une civilisation qui ne peut plus avoir de bâtons aussi dans les villes. Hein. Mais enfin, c'est mon histoire. Et j'ai continué à écrire avec de l'encre sur ces bâtons. Donc, publier un bâton, c'est une façon aussi différente que de publier un récit. Publier aujourd'hui dans un DVD, c'est encore une autre histoire. Lorsque en Tunisie, on m'avait demandé... À l'époque, c'est pour ça que j'avais été interdit de séjour pendant 20 ans en Tunisie, un poème contre la torture qui était infligé aux prisonniers politiques en Tunisie. J'ai demandé qu'est-ce que c'était que cette torture. Et on m'a dit, cette torture s'appelle le poulet rôti. On prenait un prisonnier, on le mettait sur une tringle, nu, et on le lardait d'électrodes. Il ressemblait à un prisonnier, à un poulet. Et effectivement, j'ai fait un tas de poèmes autour de ce poulet rôti. Et pour le manifester, je me plantais dans une salle comme ça, avec un poulet, hein, plumé, etc., mais avec le cou, avec la tête, les épaules, les pattes, et je le jetais au milieu du public. Et après, je lardais effectivement ce poulet qui était mort, hein, qui était un objet de consommation que tu vas acheter au supermarché, avec des électrodes, et je distribuais des câbles électriques, hein, et les gens étaient reliés par ces câbles électriques. Et je lisais le poème contre la torture électrique, notamment lorsqu'on vous inflige cette torture, vous avez l'urine qui... Et pour l'urine, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'urine, que vous fassiez du sang. Hein. Et pour publier ce type de poème, il faut inventer une autre façon. Et c'est pour ça qu'il y a des façons différentes qu'on peut retrouver dans Mahuc, là, le livre que j'ai fait chez Flammarion, ou dans le DVD. Voilà. Qui est sur la femme. Alors je ne sais pas, ça serait long. Toute question mériterait des heures de réponse. Je suis très rapide, hein. Mais est-ce que j'ai répondu? Tout à fait. Bon, ok. Ça correspond, merci. On va parler encore un peu de votre poésie d'action. Alors en fait, la question c'était de savoir, est-ce que vous pouviez envisager la poésie sans poésie d'action, et comment est-ce que vous êtes venu à la poésie d'action? Est-ce que ça a commencé d'abord par la poésie sans l'action? Oui, tout cela, c'est des... Tout ça, je suis quelqu'un d'ici, donc je suis un héritier des troubadours. Et les troubadours, vous savez, quand mes ancêtres marchaient à quatre pattes dans la région de l'Avor, en imitant le cri du loup pour essayer de capter l'attention d'une femme aimée. C'était déjà une poésie d'action. Et c'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau. Lorsque Diogène se baladait dans Athènes, est-ce que Diogène était un philosophe ou un poète? Telle est la question. Hein. Avec une lampe, avec une bougie en disant « je cherche l'homme », etc., etc. Je veux dire, là, il n'y a que notre civilisation qui est très courte, hein, de durée, hein, qui a notre rapport au poème, qui peut poser ce genre de questions. Parce que lorsque on quitte un autre espace historique, la poésie est une historicité. Lorsqu'on quitte notre espace historique, lorsqu'on quitte notre temps historique, ce sont d'autres choses qui vont se passer. Et on voit que la capoeira, par exemple, la capoeira, qui est un art merveilleux et qui lie le sport de combat et le poème, la musique, etc., etc., c'est aussi une autre façon d'agir le poème. Hein. La lecture, l'oralité d'un poème, la lecture orale d'un poème, c'est une autre façon.
Comment... La question, c'est... Et puis c'est une histoire vieille, je veux dire. Quand Duchamp dit « ceci est une œuvre d'art », il est aussi dans le poème. Lorsque Boris Vian avait inventé sa machine, sa voiture, hein, il avait fait un trou à l'arrière de la voiture, et puis il mangeait beaucoup, et puis le chauffeur s'arrêtait devant un agent de police, il demandait la question, et puis pendant ce temps il chiait, et puis lorsque la voiture repartait, il avait laissé un étron. C'était aussi une posée d'action que faisait Boris Vian. Lorsque Cervantes lisait le Quichotte, hein, Cervantes, il prenait un petit chien, hein, dans une réception, et puis avec une petite, un canule, il mettait le canule dans l'anus du chien, et il gonflait les boyaux du chien, et il lâchait ça en pleine réception, et le chien se mettait à péter dans tous les sens. C'était une poésie d'action, etc., etc. Alors je ne dis pas que toutes les poésies d'action sont des poésies iconoclastes, provocatrices, etc., etc. Mais je fais remonter l'histoire, enfin la compréhension que j'ai de mon désir d'agir le poème, c'est-à-dire de l'intérioriser à l'extérieur. Hein, c'est ça cette dialectique. Intérioriser le poème à l'extérieur, c'est une façon de quitter le livre et de créer un autre livre. Et alors cette histoire, je la fais remonter, la compréhension que j'ai de ma façon de faire. Hein, puisqu'en fait, des poètes d'action, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous avez des gens qui vont performer la poésie, mais des gens qui vont ritualiser le poème, il n'y en a pas beaucoup. Or, ma définition du poème, c'est la suivante, c'est que je crois que la poésie, c'est le sens du livre qui va sortir, s'appelle La langue arrachée, ou le sacrifice du langage. Je crois que tout poème ne se définit pas, aucun poème ne se définit par son rapport à la versification, par son rapport à la rime, etc., mais de la façon dont il va sacrifier le langage. Je crois que l'être humain est un être sacrificiel. Bon, alors, bien sûr, il y a des gens comme Bataille, etc., qui ont déjà expliqué ces choses-là, mais c'est comme ça que je définis la poésie. Comment sacrifier le langage, comment le mettre en sacrifice. Et c'est en fonction de ce sacrifice qu'on va déborder, si vous voulez, le livre, pour essayer de faire quelque chose. Hein. Pour ça, quand, par exemple, il y a quelques années, il y a très longtemps, j'avais vu à la télévision, ou sur Libé, je ne m'en souviens plus, je ne lis plus Libé maintenant, mais à l'époque, je le lisais quand il était lisible. Quand j'ai vu que devant l'entrée d'un camp, d'ailleurs c'est une action que j'ai faite ici, à la Grâce, et Bobby, qui était vivant, m'avait demandé de la faire, dans la rue, pour un hommage à Georges Sand, il y a quelques années. Voilà, c'est ça. Tu t'en souviens, tu étais là. Hein. Et je travaille avec des tomates. Pourquoi je travaille avec des tomates? C'est pas parce que la tomate me plaît comme ça. Hein. C'est parce que devant l'entrée d'un camp à Beyrouth, il y avait des soldats, des hommes en armes, qui arrêtaient les gens qui allaient au marché avec une tomate à la main. Ils leur demandaient quel est le nom de la tomate. Et ces gens-là répondaient en arabe, Bandoura ou Banadoura. Hein, je prononce mal, mais enfin c'est un peu comme ça. Et ceux qui prononçaient mal le nom de la tomate étaient exécutés. C'était les Palestiniens qui étaient exécutés. Les gens qui arrêtaient les autres avec une tomate à la main n'étaient pas des Israéliens, c'était d'autres Arabes. Et ça m'a habité parce que je suis un grand lecteur de la Bible, et ça m'a renvoyé à Chibolette, évidemment. Hein, vous savez où les tribus, dans les Juges, vous avez ce passage dans les Juges, vous avez les tribus d'Israël qui étaient séparées entre ceux qui prononçaient mal le nom de Chibolette, qui veut dire le blé en herbe, et ceux qui le prononçaient bien. Il y avait certains qui le sifflaient, et d'autres qui ne le sifflaient pas. Et pour la tomate, c'était pareil. Alors qu'est-ce que j'ai fait ce matin-là? C'est comme ça, c'est la réponse à ta question. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est la société qui va me dire « Serge, vas-y, il faut que tu ne peux pas te contenter d'écrire ce texte sur une page ». Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les tomates qu'il y avait dans mon jardin, et j'ai demandé aux voisins aussi de prendre les siennes, il me les a données, et je lui ai dit « c'est pas pour manger, je vais faire quelque chose ». Et je suis allé à la chapelle des Carmélites, avec Michel Ragy, j'ai tendu un drap blanc, qui était... Bon, la chapelle était aussi longue que cette salle, et en disant ce poème qui s'appelle « Au nom de la tomate », dans lequel j'explique que la tomate, c'est aussi le nom de l'homme,
j'ai écrasé 100 kilos de tomates, et avec les pieds. Et depuis, régulièrement, j'ai écrasé des poèmes avec les tomates. J'ai continué à écraser des poèmes avec les tomates, parce que d'abord, ces tomates, j'ai été censuré qu'une fois, à Cassel, où j'avais été invité par la Documenta, et dans le off de Cassel en plus, où j'avais demandé effectivement 1000 tomates et 1000 bâtons. Mais moi qui viens d'une région où on fait la fête de la tomate, par exemple, hein, du côté de Valence, où on se noie dans les tomates, enfin, c'était, je veux dire, j'avais pas l'impression de faire un sacrilège en écrasant les tomates. Bon, mais eux, ils m'ont censuré. Mais après, lorsque je vois les gens manger des tomates, c'est-à-dire que la poésie m'appelle tous les jours, les gens ne savent plus ce qu'ils mangent, etc. Tomate est un mot nahuatl, hein, et j'ai des origines aussi, ma vie est un peu complexe au Mexique. C'est un mot nahuatl, c'est un mot mexicain. Et je me suis solidarisé, évidemment, avec la lutte de l'armée zapatiste de libération, avec le sous-commandant Marcos, et j'ai écrasé j'ai fait des dizaines d'actions en écrasant des tomates, notamment avec des escargots, hein, en disant ces poèmes, un peu partout dans le monde, pour populariser cette lutte qui est une grande lutte de poésie. Hein. Donc, chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, je le fais, comme avec les poissons rouges, par exemple. Lorsque je travaillais avec les poissons rouges, vous connaissez cette histoire des poissons rouges. Vous aviez une question à me poser sur les poissons? Bon, j'arrête. Non, je ne pas le rituel. Vas-y. On avait... Coupez-moi, et quand vous voyez, coupez-moi. Hein. C'est des questions tellement longues. Allez-y. On avait des questions justement par rapport à votre poésie d'action. Et, si on prend le livre Flamenco, pour lequel vous avez reçu le prix Apollinaire récemment, il y a une référence à la corrida. Et la corrida, c'est une forme de violence. Et on se demandait quelle était la place de la violence dans votre poésie d'action. Oui. Là, vous évoquez les poissons. Et je pense que c'est intimement lié. Je ne trouve pas que la corrida soit si violente que ça, mais enfin bon. C'est Alberti, Raphaël Alberti, d'ailleurs je le dis dans la postface, hein, qui était un type formidable, Raphaël. Et je faisais beaucoup de choses avec lui. Je ne sais pas si les gens connaissent Raphaël Alberti aujourd'hui. C'était un copain de Lorca. Et Alberti, c'est lui aussi qui m'a fait comprendre avec Lorca, mais enfin, Alberti directement, que ça a fait mûrir en moi l'idée du sacrifice dans le langage. Il me disait, lorsque j'allais torer, et notamment avec Mejia, à Séville ou à Granada, et lui, il était banderillero. Alors bon, c'est une culture, je ne demande pas à ce qu'on partage ma culture, hein. C'est comme ça. Il y a ceux qui sont dans les corridas, il y a ceux qui mangent des trucs de la nourriture industrielle. Enfin, c'est d'autres histoires. La mise à mort, c'est autre chose. D'ailleurs, je crois que pour être poète, il faut avoir tué. Quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas son dialogue avec la mort, et qui ne sait pas tuer, ne peut pas être poète. Et alors, Alberti me disait qu'il était banderilleros, et lorsqu'il torait, après ce sacrifice du taureau, il disait les poèmes. Il disait les poèmes. C'est intéressant de savoir, ce sont des anecdotes qui ne sont pas si connues. Et il y avait Lorca, il y avait toute cette génération qui était là. Et après avoir touré, ils lisaient leurs poèmes en soirée. Donc il y avait quelque chose qui avait à voir avec le sacrifice. Alors la corrida, je ne vais pas me prononcer pour ou contre la corrida, c'est une histoire culturelle, c'est une histoire d'un sacrifice, c'est très complexe la corrida. Vous savez, la corrida est une activité littéraire, dans le fond, puisque si vous lisez bien mon livre, vous verrez comment j'explique que c'est un système de voyelles qui se met en jeu. Vous avez le A, vous savez, le taureau, c'est le A, hein, vous le savez, vous l'avez étudié. Vous avez le U, ce sont les sabots du taureau, ou même les empreintes du cheval qui sont. Vous avez le I, c'est l'épée, hein, qui va mettre à mort ce taureau. Vous avez le E du râteau, hein, qui va balayer la reine, le sable, qui va gommer le sang. Et vous avez ce olé qui va se dire, hein, s'il y avait du rang ici, il m'aiderait.
il y a ce holé qui va se dire et qui a la façon de prononcer les lettres en même temps, les voyelles. Hein. C'est le Allah, c'est le dieu des voyelles, hein. C'est le grand souffle soufi, c'est quelque chose. Et j'ai écrit ce livre pour la Roselito, qui était une de mes voisines, qui était une femme remarquable, une grande danseuse de flamenco, qui avait un zapateado magnifique. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de danseurs qui venaient la voir pour lui voler les pas. Vous vous rendez compte si c'est beau ça? Voler les pas de quelqu'un. Et donc ils repartaient avec le vol des pas, comme des anges, mais comme des voleurs de feu en même temps. Et un jour, la Roselito, elle m'a raconté qu'elle était debout. Vous pouvez me couper si je suis trop long. Hein. Par rapport à la Roselito, justement, vous écrivez en 4e de couverture de votre livre Flamenco, Les souliers de la Roselito, le son des pieds de la Roselito, frappant le sol halluciné du flamenco, me renvoie éternellement aux origines des pieds de toute la poésie. Et d'ailleurs, c'est récurrent dans ce texte La langue des chiens, écrit en 2001, publié en 2001. Vous écrivez « La poésie se faisait avec les pieds et le poète devait être un danseur qui avait été oublié un jour dans la boue par la littérature. » Est-ce que vous pourriez expliciter ce lien que vous faites entre la poésie, les pieds, la danse et le rythme? Mais bien sûr, oui, parce que quand j'étais petit, il était bien brave, mon maître d'école. Il avait un béret, je me souviens. Et il me faisait écouter, il me faisait entendre les alexandrins. Et puis comme on était du Midi, nous, on ne faisait pas attention tellement. Hein. On ne savait pas ce que c'était que le E muet. Et alors quand on récitait des alexandrins, au lieu de faire 12 pieds, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, les alexandrins, il ne faut pas forcément 12 pieds, ils pouvaient en faire avec un mec comme moi 14 ou 15 ou 16 pieds. On prononçait tous les E muets. Et puis ils nous filaient des baffes. Ils nous disaient mais non. Alors on ne comprenait pas pourquoi on nous tapait, parce qu'il ne fallait pas dire table. Il fallait dire table. On ne comprenait pas. D'ailleurs, on ne savait pas ce que ça voulait dire, table. On croyait que c'était le nom d'un chien, quelque part. Médor. Et il nous frappait gentiment, mais parce qu'il nous apprenait à parler pointu. Il fallait réciter les poèmes pointus. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et un jour, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on me fasse compter sur les doigts des choses qui s'appellent les pieds? Alors, je comptais sur les doigts de main mes histoires de pieds. Puis quand j'étais plus grand, je me suis dit peut-être que la poésie se fait avec les pieds. Et j'ai commencé à taper mes poèmes avec les pieds. Mais je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas taper avec mes pieds. Mais je sais que c'est de là qu'est parti l'aspect corporel de mon poème, hein, dans le fond. Hein. Pourquoi j'ai travaillé avec les pieds, pourquoi je me suis approché du flamenco, hein, et pourquoi je me suis approché du sacrifice. Parce que c'est pour revenir à la Roselito. Elle était petite, elle avait 5 ans, elle dansait sur une table, hein, dans un tablao à Barcelone. Hein. Et là, il y a Roselito El Gallo, qui était le Rimbaud de la corrida. C'est le Rimbaud. Hein. Et il a vu cette petite fille danser, et il lui a dit comme ça qu'elle aurait sa destinée. Et donc elle a pris son nom. Au lieu de s'appeler la Roselita, c'est le Roselito. Et Roselito El Gallo, il s'est fait descendre dans une arène de seconde zone à Talavera, avec un taureau qui s'appelait Bailaor, le danseur. C'est-à-dire lui, le gitan, avait donné son nom. C'est ça le mythe que je crée avec la Roselito. Hein. Et quand je lui ai raconté son histoire, elle ne l'avait pas vue, cette histoire-là, mais elle la connaissait. Et c'est elle qui fait rythmer le poème. Parce que mes premiers poèmes que j'ai entendus, c'était des poèmes de gens qui tapaient par terre avec les pieds et qui faisaient le flamenco. Notamment mon oncle qui était de Gibraltar, et qui parlait en flamenco, qui parlait en cantejondo. Et ça, c'est important. La France a perdu sa culture populaire. Et pourquoi j'aime par exemple la bourrée, les sabots, hein, c'est parce que les sabots de la bourrée ont été cantonnés à des danses folkloriques, mais si vous écoutez 500 personnes battre le pavé avec 500 sabots, c'est quelque chose de terrible. Et il faut chercher à l'intérieur de notre propre tradition. Je ne vais pas vous embêter, je vais vous raconter la dernière histoire. J'ai assisté peut-être au dernier enterrement dans le Béarn, en 68. Il n'y a pas si longtemps que ça pour moi. Pour vous, vous n'étiez peut-être pas né, sûrement d'ailleurs. Il y avait des poétesses, il y avait à cette époque-là encore des poétesses improvisatrices. Aujourd'hui, quand je parle de la fonction sociale de la poésie féminine, personne ne peut me comprendre, parce que l'impérialisme français a tout détruit.
Et il y avait, pour les enterrements, il y avait des femmes qui improvisaient. Ces femmes que je retrouve en Sardaigne, hein, et qui sont formidables, qui rentrent en transe devant le mort. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait devant le cadavre? C'était le père d'un copain. Ils l'ont déshabillé, ils ont pris de la cire et ils ont cacheté son nombril. Magnifique, je le raconte dans l'histoire sarde. Et puis, ils ont pris une tracine, qui est une longue bougie plate, circulaire, hein, et qui est un autre cordon ombilical, et qui met 12 heures à se consumer. Et ce n'est que quand le cordon ombilical se consume qu'on prend le corps et qu'on va l'enterrer. Déjà, parce que la poésie n'est qu'un dialogue avec la mort. Et c'est là que la poésie intervient, au bord de la tombe. Et vous avez la femme, dont c'est la fonction, la poétesse improvisatrice, ce qu'on appelle la pleureuse ailleurs, hein, et qui va insulter le cadavre. Et qui va lui dire, t'es un salaud, t'as trompé ta femme, t'es allé en prison, tu t'es pas donné à manger, etc., etc. Puis après, mais la chasse était le meilleur, etc., etc. Et t'étais un type formidable, pars en paix. Et c'est ce type de poésie qui est vieille comme le monde, j'invente rien, que j'ai fait mienne et qui me traverse encore aujourd'hui. Voilà ce que c'est que la poésie d'action. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas à l'avant-garde, mais à la garde. Les poissons rouges. Qui c'est qui veut que je raconte l'histoire des poissons rouges? Mais ils ne veulent pas, eux. Alors les poissons rouges, quand je fais une action, c'est pas pour faire plaisir, je ne fais pas du spectacle, hein. C'est pas pour faire... Ce qui m'intéresse, je suis reichien, hein, donc je suis un vieux mec de 68, et Wilhelm Reich a été très important dans ma formation. Psychologie de masse du fascisme. Et quand je fais une action, c'est chaque fois je pose la question, comment dynamiter la cuirasse caractérielle des gens que j'ai devant moi? C'est la peur, hein, c'est pour remonter à la Boétie aussi, hein, c'est le discours sur la servitude volontaire. Et Reich essaie d'y répondre à sa façon, et les situationnistes aussi. Donc je suis un peu dans cette respiration. Tu vois, Julien, je m'adresse à Julien, là, à Roumette, qui est mon vieux copain. Lisez Reich, si vous ne l'avez pas lu. Vous ferez beaucoup plus de progrès par rapport à la poésie en lisant Reich qu'en lisant des thèses universitaires. Alors qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Il y avait Sarkozy qui avait foutu à la porte les gitans. Vous en souvenez, il y a quelques années. Mais j'ai beaucoup d'amis gitans. Fredo, des rempailleurs de chaises. Par exemple, mes premiers cours à l'université, en art plastique, ça n'a pas été un cours magistral. Je suis allé chercher 2 copains qui étaient rempailleurs de chaises avec Balbino, et je leur ai dit voilà. Et donc j'ai mis des rempailleurs de chaises à la faculté, en cours, là, ils ont rempaillé les chaises. Parce que je trouve que c'est merveilleux le rempaillage des chaises. Et donc ces gitans ont été expulsés. Vous savez qu'ils n'ont pas des endroits pour se... Enfin, c'est toute une course pour habiter, pour avoir de l'eau, pour se laver. Il ne faut pas savoir ce que c'est que la vie qu'ils mènent. Et on avait récupéré des... Je ne vais pas raconter toute l'action, hein, parce que c'est une grosse action qui a rassemblé plus de 2000 personnes aux abattoirs, avec des tonnes et des tonnes de vêtements. Mais qu'est-ce que j'avais choisi ce jour-là? J'avais tendu avec des câbles d'acier, un grand câble d'acier. J'avais tendu... au-dessus d'un amoncellement de fils de fer barbelés. J'avais cloué des photos de gitans et de poèmes, des photocopies. Hein. Et puis, quand un de mes amis a commencé à chanter le Cantejondo, accompagné par un Rom de la rue de Toulouse, avec qui je suis devenu ami, accompagné des gitans qui étaient avec moi, il y avait Chiara qui était aussi là, j'ai sorti d'une boîte une vingtaine de poissons rouges qui étaient à l'intérieur de sacs en plastique remplis d'eau. Vous savez, vous les achetez, ces poissons. Et je les ai tendus au-dessus du câble d'acier. Et voilà. Et pendant ce temps, le Cantejondo se chantait. Il y a des poèmes qui se récitaient. Et vous savez, des poèmes qui se récitent devant un fil de fer barbelé et des poissons rouges qui nagent comme ça, hein, à l'intérieur de leur sac de plastique. Déjà, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la cuirasse caractérielle. Puis quand le Cantejondo est sorti et a été terminé, j'ai sorti mon
mon couteau, et tchac, 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 j'ai percé toutes les poches, hein, toutes les poches. Et évidemment, l'eau des poches de plastique tombait sur les images, sur les photocopies des gitans, et les poissons, évidemment, baissaient hein, au fur et à mesure que l'eau tombait, et s'étouffaient, évidemment, hein, s'étouffaient. Autour de moi, tous les gitans pleuraient. Et les gitans ils disaient, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui nous comprenne. Parce que les poissons rouges, c'est nous. Mais après, il y avait tous les petits bourgeois qui étaient autour et qui sont allés sauver les poissons rouges en marchant sur les photos des gitans. Donc, ce qui m'intéressait dans ce type d'action, mêlé au poème, c'est pas de dire « Ah, le méchant, il va tuer les poissons rouges ». Non, ce qui m'intéresse, c'est les prises de conscience. Peu importe qu'on me dise que je suis violent avec les poissons rouges. Ils ont tous été sauvés, d'ailleurs, les poissons rouges, par ceux qui font la collection des poissons rouges. Ils les ont mis dans les aquariums. Poissons rouges qui avaient qu'un jour de vie. Hein. Enfin bon, peu importe. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de lier un poème à un gitan. Hein. Et Fredo, qui se dit le messager des gitans, d'ailleurs, il a été... c'est pour ça qu'une grande amitié me lie au peuple gitan depuis ce poème, avec les poissons rouges, qu'on a répété à Bruxelles. À Bruxelles, en Belgique, ça a été encore pire, parce que les gens, ils savaient, donc ils ont sauvé tous les poissons rouges, ils sont allés les porter dans une fontaine qui était à côté, et au bout de 10 minutes, il y a des oiseaux qui sont venus du ciel qui ont bouffé tous les poissons. Merci pour cette histoire. Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre rapport à la mort. Et on dit en linguistique qu'un consensus mène forcément à la mort du discours, au silence des interlocuteurs. Est-ce que vous concevez qu'un jour, un consensus soit capable de faire taire votre poésie ? Bien sûr. Bien sûr. La poésie, c'est une minorité. L'histoire, c'est une posture irrémédiable de la liberté. Les consensus peuvent faire arrêter la poésie. On le voit. Mes amis, que lorsque je suis allé au Yémen et que je lisais mes poèmes avec les poètes yéménites et que je partageais la poésie avec eux, ben c'était formidable ce qui se passait. La seconde fois que j'étais au Yémen, ben, ils ne pouvaient plus lire des poèmes en public, hein, puisque les islamistes étaient au pouvoir. Il y a aussi des moments à l'intérieur de l'histoire où les consensus, les idéologies rampantes, horizontales, peuvent être telles qu'on peut brûler, mais l'espérance, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il y ait toujours une petite étincelle quelque part et qui pourra un jour remettre le feu à la plaine, comme disait Mao Tse-tung. Et remettre le feu, je dis en pensant à Bobby, hein. Moi j'étais pas maoïste, mais remettre le feu à la plaine, c'est quelque chose qui est possible. Et peut-être que notre tâche, en tant que minorité de langage, c'est toujours garder l'étincelle. Et la poésie, le poète est un gardien de l'étincelle face à toute... Il y a, comment il s'appelle, Coltrane disait, Coltrane, lorsqu'une salle m'applaudit trop, je me demande si j'ai bien fait mon travail. Donc il faut toujours être un peu à rebrousse-poil face aux unanimismes et aux unanimités. Voilà. J'étais venue vous voir à la Cave Poésie lors d'un séminaire sur Notre-Dame de Paris. Et je n'ai pas lu Notre-Dame de Paris. Et vous m'avez demandé un peu qu'est-ce que je faisais là si vous n'avez pas lu Notre-Dame de Paris. Et j'étais venue parce que pour moi, c'était une manière de vous rencontrer une première fois avant de vous rencontrer ici. Et donc je vous ai écouté, et en vous écoutant, vous contiez l'anecdote que Victor Hugo se mettait nu pour écrire le roman Notre-Dame de Paris. Oui. Et vous avez ajouté que la condition dans laquelle on écrivait un livre était très importante. Oui. Et je me demandais si vous aviez besoin d'une condition particulière, vous, quelle était votre condition ? Et je voulais savoir aussi, c'est la condition
différer selon la prose ou la poésie? Oui. C'est Marguerite Duras qui disait, avant d'écrire un poème, avant d'écrire le matin, la première chose que je m'impose, c'est de faire le lit. Et voilà. Donc c'est un rapport, un rituel, mais pas un rituel, pas une habitude. C'est le rapport à une mise en équation de l'espace dans le contexte d'un sacré, c'est-à-dire d'un secret que vous allez inventer. Et quand Victor Hugo, c'est lui qui le dit, hein, il a écrit ça très très vite. Hein, il était très jeune, il avait 26 ans, c'était un chef-d'œuvre, surtout qu'il y a 2 romans à l'intérieur dont personne ne soupçonne l'existence. Hein, et il s'était mis nu comme une ascèse. C'est peut-être en se mettant nu qu'il devient républicain. Parce qu'il va abandonner sa relation au royalisme, hein, et pour épouser une respiration beaucoup plus vaste, hein, de libération de l'humanité. Alors, comment j'écris mes poèmes? J'écris, ça dépend si j'écris à la machine ou si j'écris sur un bâton. Hein. D'abord, il faut savoir couper un bâton. C'est pas n'importe quoi couper un bâton. À une époque, c'était un de mes vieux amis qui les coupait. Il est mort, un basque, c'était des bâtons basques. Et il faut les couper à la lune descendante, au solstice, avant le solstice, comme ça. Et après, il faut casser une bouteille, et puis, avec les tessons de la bouteille, enlever la peau du bâton, le faire sécher pendant 6 mois dans un fagot, et lorsque c'est sec, que le bois a pris sa forme, hein, avec de l'encre, pas de Chine, parce qu'elle bave, l'encre de Chine, mais avec des plumes métalliques, tatouer le bâton, écrire son poème. Voilà la façon dont on peut écrire un poème. Mais on peut écrire aussi un poème sur du papier et avec un crayon. Je m'étais amusé pendant toute une période avec un groupe d'amis à écrire des poèmes sur le sable, devant la mer. Et ce qui nous intéressait, c'était que la mer efface nos poèmes. J'ai un autre ami, Raoul Zurita, qui, lorsque Pinochet avait pris le pouvoir au Chili, qu'il avait torturé tout un tas de nos amis, il avait convaincu un pilote d'avion à réaction, et il avait traversé le ciel de New York en écrivant le mot de la liberté. Donc les conditions d'écriture d'un poème sont toujours déterminantes. Mais si vous voulez que je vous dise que j'écris comme tout le monde le matin avec un ordinateur, c'est vrai aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre rapport à la nature? Il y a André Velter, dans la préface du recueil Poésie publique, Poésie clandestine, vous caractérise de chaman. Et on peut remarquer aussi dans votre texte, que ce soit en prose ou en poésie, des motifs liés à l'animisme et à l'animalité. Et donc je voudrais savoir quelle place vous accordez à la nature. Est-ce qu'elle vous sert essentiellement par les symboles que vous pouvez en tirer? Alors, je crois que l'animisme est une constante. L'animisme, comme respiration, appartient aux universaux de l'humanité. On a voulu, et que les poètes qui appartiennent, les peuples qui ont appartenu massivement à ces civilisations-là, ont été ce que j'appelle les peuples du poème, ont formé les peuples du poème. Le monothéisme, la propriété, etc., ont cassé ce rapport horizontal à la poésie. C'est pas moi trop qui le raconte ça, mais enfin, je le raconte d'une certaine façon. C'est Octavio Paz aussi dans L'Arc et la Lyre. Hein. Le chaman est c'est le grand-grand-père du poète. Hein. Voilà. Michel de Guy, lorsque je l'avais rencontré, j'avais votre âge, je disais des poèmes dans les Pyrénées, et il me disait que c'est lui qui m'a appelé le premier le poète chaman.
Mais les discussions que j'avais eues avec Octavio Paz, je disais, la poésie est chamanique. Et oui, pourquoi elle est chamanique, la poésie? Parce que si on part du principe, selon ma définition, que les systèmes d'images, de métaphores que vous employez, ce sont des mises en sacrifice du langage, et qu'ils vont déclencher un mouvement magique, hein, c'est-à-dire opératif. Il faut croire à la réalité du poème, c'est-à-dire à sa façon dont il va se perdre et nous transformer et transformer les autres, parce qu'il nous a échappé. Cette poésie, ce système est un système et bien évidemment complètement chamanique. Et aujourd'hui, on n'a pas réussi à enlever le chamanisme de nos sociétés, c'est-à-dire l'animisme. C'est pour ça que j'ai créé un mouvement, il y a quelques années, avec des copains québécois, qui s'appelle le mouvement de l'anarcho-animisme. Politiquement, je suis un anarcho-animiste. Hein. Et donc, là, c'est avec cette pulsion qu'aujourd'hui, je reconnais des artistes. Et l'animisme, qui n'a jamais pu être chassé, s'est réfugié, non pas dans la religion, mais dans l'art. Et beaucoup d'artistes, sans le savoir, sans le nommer comme ça, ce sont des êtres qui vont établir des relations horizontales avec les objets de la langue et du réel. Voilà un peu comment je vois le poème. Et quand je lis un poème, il va agir sur moi dans mon inconscient, et en dehors de ma propre volonté et de mon libre arbitre, parce qu'il va me sacrifier. Et c'est parce que ce sacrifice animiste va exister que moi, je vais exister. C'est ça mon histoire. Hein. Et je reconnais un poème qui a cette capacité de transformation sacrificielle, de langage. Le poisson rouge ou la tomate n'étant que des petits épiphénomènes de ce sacrifice-là, comme la corrida. Merci. Pour poursuivre par rapport à la nature, il y a un passage dans le Trésor de la guerre d'Espagne. Je n'ai pas parlé de la nature. Je n'ai pas parlé de la nature. Vous voulez, du coup, non. Bon, ça va rejoindre. Un passage qui est dans le Trésor de la guerre d'Espagne. Je vais le lire. Je voulais vous proposer de le lire, mais je vais le lire. Donc, oncle Gibraltar m'avait vu venir de très loin. Quand je fus près, à quelques pas de son ombre, je lui dis en guise de salut: maman m'a envoyé chercher des sarments pour les escargots. Il ne me répondit pas, mais il me désigna le cerisier en m'invitant à cueillir les fruits. J'avais avec moi 2 sacs, car je comptais bien en ramener quelques-unes à la maison. Évidemment, je m'empiffrais comme une bête, en faisant attention de ne pas avaler une abeille dont j'étais devenu un concurrent sérieux et attentif. Je sentais oncle Gibraltar derrière moi. Il était fier que je mange ses cerises. Enfin, après un moment, sans que je le visse s'approcher au pied de l'arbre, il me dit: « Tu ne sais pas ce que tu manges. » Je lui répondis évidemment que si, et que je mangeais des cerises. « Non, tu ne manges pas des cerises. C'est Guillermo que tu manges. Cet arbre, ce cerisier, s'appelle Guillermo Ganuza. Tu manges Guillermo Ganuza. » C'est une... Ouais. Je suis toujours très ému en écoutant cette histoire. Ouais. Et donc, vous faites un parallèle aussi avec les bâtons un peu plus loin dans ce chapitre justement. Mais la notion d'arbre, la notion des arbres qui sont des morts qui se poursuivent dans les arbres, quelque part dans la nature. Est-ce que on reconnaît là-dedans quelque chose de l'anémisme, on peut voir quelque chose en rapport avec ça. On a vu aussi par rapport à... Alors, on a été plusieurs, pour juste un petit peu... au niveau des questions, on a été plusieurs, tous les étudiants ont participé à l'élaboration de ces questions. Et la personne qui a fait cette question, en rentrant chez elle, le soir, elle lisait un livre de Gaston Bachelard sur l'eau et les rêves, et a vu qu'il y avait beaucoup de rites justement où, avec l'arbre et la mort, ça se retrouvait dans d'autres peuples. Je voulais savoir pour vous cette histoire-là, est-ce que c'est quelque chose de personnel ou est-ce quelque chose que vous avez retrouvé dans d'autres... Ça rejoint une question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on écrivait des poèmes avec la théorie? Non,
Non, ce sont des histoires. C'est mon oncle, là. C'est mon oncle. Hein, bon, l'histoire, je ne vais pas la raconter puisque dans le livre, mais comme beaucoup de républicains et d'immigrés, ils plantaient des arbres pour des choses que vous faites vous aussi, sûrement, pour ceux qui sont morts. Hein. Et lui, il avait eu la force de créer un jardin, et chaque arbre fruitier était le nom d'un compagnon, d'un compagnello, qui était mort au combat, hein, à Barcelone. Et lorsqu'on mangeait ces fruits, il y avait des pancartes, et effectivement, il y avait le nom du... Et je ne peux pas... C'est ça l'expérience poétique. Aujourd'hui, je ne peux pas voir, moi, des cerises sans penser immédiatement à Guillermo Ganuza, qui était le nom du cerisier. Donc, aujourd'hui, je mange toujours Guillermo Ganuza. Je ne sais pas où est son corps, mais enfin, c'était une cerise, etc., etc. Et le pêcher avait un autre nom, l'abricotier, enfin, etc. Et c'est une expérience. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à la nature, mais lorsque j'étais dans le Pacifique Sud, dans des populations qui vivaient comme au temps de la préhistoire, qui étaient anthropophages rituels, il n'y a pas très longtemps encore, j'ai fait l'expérience d'une communication avec les arbres. Mais ça, je ne peux pas vous la raconter. Enfin, je la raconte dans des livres, mais il faut avoir fait l'expérience, sinon ce n'est qu'un discours qui est extérieur. Mais c'est vrai que j'ai un contact avec des moments, avec des pulsions qui sont... Mais ça, c'est le poète qui est comme ça. Il n'y a pas que moi, d'ailleurs. Je veux dire, et puis, c'est pas partagé aussi avec des gens uniquement qui écrivent de la poésie, mais avec plein de monde. Je veux dire, lorsque je saisis... Mais en même temps, ce sont des histoires qu'on saisit. Hein, ce sont les hommes, les femmes qui nous entourent et qui vont charger cette nature d'éléments. Hein. Mais lorsque je suis resté 15 jours auprès du volcan, le Yasour, donc il y a un texte extrait dans ce livre chez Flammarion, vous savez, le Yasour, il était à 100 mètres, hein, il explosait, il y avait une explosion toutes les 45 secondes. Et il y a un film qui est sorti, qui a été projeté au musée de Branly l'an passé. Je puis vous assurer que les histoires d'animisme, ce n'est pas des histoires théoriques, parce que quand vous êtes face à une nature qui parle, mais qui explose, qui vous envoie des grenades, des bombes au-dessus de vous, c'est très dangereux d'ailleurs, on se demande comment on a réussi à revenir vivant. À un moment donné, vous avez un dialogue avec cette nature. C'est plus fort que vous, c'est comme ça. À un moment donné, je lui dis « Arrête-toi de m'exploser contre moi, etc. Arrête-toi, j'en ai marre. » Boum, il me répondait. Il y a même des images où je dis le poème pour ce volcan. Et il me répond. Et j'ai fait un dialogue. C'est assez éprouvant, je vous assure. On le voit un peu dans le film. Hein. Mais c'était... Donc, la relation avec la nature, c'est... Puis c'est aussi une relation politique, c'est l'histoire de Brecht, hein, sur le fleuve en crue. C'est aussi un discours, la nature, qui nous traverse, mais pas du tout celui de Bachelard. Je trouve que Bachelard, je l'ai lu, et je suis moins avec Bachelard, qui, aujourd'hui, parce que j'ai peut-être d'autres connaissances que lui, il a vu certes des choses, Bachelard, mais qui n'appartiennent pas au même monde expérimental que le mien, hein, Bachelard. Mais la nature, c'est pas avec la nature que j'ai des relations, c'est avec des êtres vivants qui sont dans la nature. Je crois que être poète, c'est peut-être être animiste en même temps, c'est penser que l'anthropos n'est pas au centre des choses, que le vivant, c'est pas uniquement nous. Et lorsque je vois un arbre, je sais qu'il est aussi vivant que moi, puisque je lui ai parlé, mais ça c'est très difficile à comprendre, lui aussi m'a parlé. Qu'une fleur. J'ai rencontré des fleurs que lorsque je chantais, je ne sais pas si je chantais faux, mais qui fermaient leurs pétales. Mais je vous assure, hein, peut-être que vous connaissez ces fleurs-là, moi. C'est mon fils qui m'avait fait découvrir ça. Il me dit, papa, crie. J'étais dans une montagne au Mexique, il y avait plein de fleurs ouvertes. Je me suis mis à crier, ah! Et je vois toutes les fleurs qui se ferment. Il me dit, parle-leur doucement. Elles se sont réouvertes. Il y a des dialogues avec le vivant qui sont très, très, très étonnantes. Et un vrai poème, d'ailleurs, c'est ça, un poème. Un poème, les correspondances de Baudelaire, c'est cela, hein, ce n'est pas autre chose. Et c'est éternel. Enfin, c'est éternel. Je crois que le vivant parle au vivant. Voilà.
Alors quand on vous lit, on voit directement que vous donnez une grande importance aux symboles. Par exemple, dans les histoires sardes, on a l'exemple du corbeau, et il n'a pas toujours la même signification symbolique. Est-ce qu'on pourrait entreprendre, selon vous, l'édification d'un dictionnaire des symboles chez Serge P, ou êtes-vous en perpétuelle évolution de leur définition ? Un symbole, c'est quelque chose qui se fait à deux, chaque fois, vous savez. C'est un symbolium qu'on coupe, et quelqu'un a une moitié et l'autre moitié, et ce n'est que quand ils se réunissent que le tesson va être reconstitué. Donc il faut être deux. Là, vous ne parlez pas forcément du symbole, vous parlez d'une autre définition de la symbolique, évidemment. Ce qui est toujours difficile, c'est d'analyser le mouvement. Les choses arrêtées sont faciles. Jusqu'à présent, l'université... Mais peut-être qu'elle a changé, parce qu'il y a des nouveaux collègues qui sont ici, Julien, les autres qui sont Floriane, tout ça, qui sont Pascal, qui sont formidables. Mais avant, elle n'étudiait que des objets morts. Et qu'un savoir mort, elle n'étudiait que de cadavres. Et c'est très difficile d'étudier des choses en mouvement. Et donc, un arbre, un mot est toujours en mouvement. C'est le poème, d'ailleurs, qui répond à cette étude en mouvement. C'est pour ça qu'il ne faut pas couper la critique, la réflexion qu'on peut avoir sur un objet de sa propre création, parce qu'il n'y a que la création qui peut retraduire le mouvement critique, c'est-à-dire le mouvement qui peut faire une théorie, donc. C'est que la création qui peut faire la théorie dans l'étude. Il ne faut pas couper. Maintenant, il y a beaucoup quand même d'universitaires qui peuvent écrire, créer et faire de la critique en même temps, même si ce n'est pas reconnu. Enfin, à la 18e section, ça peut se faire. Et ailleurs, non. Donc, faire un catalogue de la symbolique, je ne sais pas, le corbeau. Mais je suis toujours étonné, par exemple, lorsque j'ai étudié Kafka, que les gens ne sachent pas que Kafka, ça veut dire le corbeau. Et pour lire l'histoire de Kafka, enfin les histoires de Kafka, on ne peut interpréter Kafka, ces histoires, qu'à travers le nom de Kafka. C'est lui-même qui parle. Et je le démontre dans plusieurs livres. C'est lui-même. Donc, c'est une symbolique, évidemment, mais c'est une onomastique. La symbolique, il faut qu'elle soit traversée par une onomastique et par un travail précis autour d'un inconscient qui, tout d'un coup, va s'extérioriser et va revenir dans son propre sein. Voilà, en fait, c'est compliqué ce que je raconte, mais vous m'avez suivi, j'ai pas eu de... C'est bon. Alors, il y a des symboles qui sont récurrents et il y a aussi des couleurs. Il y a le rouge et le noir qui reviennent dans énormément de vos œuvres poétiques. Koau, Venger les morts, chant électro-néolithique pour Karamulas. Quel sens donnez-vous à cette dualité qui n'est pas, je crois, que politique? Le rouge et le noir. Oui, le rouge et le noir. Les couleurs, le rouge et le noir. Dans la manière dont vous faites, je crois... C'est dommage qu'on n'ait pas les champs électro-néolithiques pour Karamulas. Par exemple, dans Venger les mots, quand on l'ouvre et dans d'autres bouquins, effectivement, on voit qu'il y a une alternance des couleurs donc au niveau du texte entre le rouge et le noir. On peut même voir qu'il y a la page blanche. Donc éventuellement, il peut y avoir peut-être trois choses là-dedans. Est-ce qu'il y a un sens particulier à la réutilisation de ces couleurs, à ces couleurs déjà, et au fait qu'on les retrouve dans beaucoup de recueils symboliques, du coup, par rapport à ça? Non, il n'y a pas de symbolique, là. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser une encre rouge et une encre noire. Mais c'est très difficile, c'est un combat. Parce que comme beaucoup de mes textes sont des textes qui sont des partitions, et qu'il faut savoir lire, notamment ne sois pas un poète, sois un corbeau, nous sommes une poignée de corbeaux sur la terre, qui est une partition par rapport aux avant-gardes autoproclamées, où je fais le bruit des corbeaux. Il faut savoir l'écrire. Et c'est plus facile pour un lecteur d'avoir certains mots en rouge et d'autres en noir. C'est aussi simple que cela. Mais c'est un combat, parce que les éditeurs ne veulent pas, pour 1 000 € de plus, ils ne veulent pas faire du rouge et du noir. Ils font que du noir. Ils économisent en général. Pas tous, sauf le dernier télégramme. Enfin, certains n'ont pas économisé. Mais en général, on me refuse mais parce que c'est ce bicolorisme. Mais c'est une partition. C'est plus facile de lire un texte comme ça, écrit,
Mais en revanche, il y a des textes que j'ai écrits entièrement en noir, hein, parce qu'ils se lisent mieux en noir. Il faut les lire comme ça. Les nouvelles, je ne les ai pas écrites en bicolore, non. Ça me remplace la capitale, ça me remplace une Grèce. Aujourd'hui, on peut profiter de ces choses-là. C'est pas tellement plus cher et c'est mieux. Mais on peut toujours, évidemment, trouver des raisons en mon rouge et noir, mais pas en imprimerie. Hein. Puis même, je veux dire, le seul drapeau, je vous assure, vraiment du fond du cœur, dont je me revendique, est un drapeau transparent. Hein. C'est pour ça que lorsque j'ai fait la marche de la poésie entre Toulouse et Collioure, on a fabriqué des drapeaux transparents avec du plastique. Hein, et c'était très beau de voir ces drapeaux qui flottaient avec le vent d'automne, emportés par la tramontane aussi, et qui claquaient. C'est cette transparence que la poésie peut revendiquer. Politiquement, on peut être rouge, on peut être noir, on peut être ce que vous voulez, mais le drapeau de la poésie est un drapeau transparent. Merci. Pour poursuivre un peu sur le thème de la symbolique, enfin proche de ça, on a remarqué que dans votre processus créatif, vous avez parfois utilisé le tarot. Dans le bouquin pour Octavio Paz, dans Chant des pleureuses de Barbagia aussi. On a constaté qu'il y avait 22 mouvements, on a vu quelques analogies avec des figures, et on s'est posé la question de ce que ce support pouvait présenter comme intérêt pour vous au niveau d'un processus. D'abord, je voudrais répondre pour la symbolique. Je réponds en retard, mais sur les chiens. Par exemple, pourquoi je rentre en contact avec le chien? Je le raconte dans la boîte aux lettres du cimetière. C'est-à-dire que ma grand-mère, la vieille, c'était qu'elle était aveugle, parce qu'avant les vieux étaient tous aveugles. Et c'était une femme incroyable. Je ne l'ai pas vue longtemps, cette aveugle vieille. C'était mon arrière-grand-mère, imaginez-vous. Elle ne parlait pas un mot de français. Et elle était aveugle et elle suivait la chaleur et la lumière. Et toute la journée, on l'a déplacée avec une chaise. Le matin, elle commençait dans sa chambre. À 10h, elle était dans la cuisine. Après, dans le couloir. On n'avait pas besoin de montre. Parce qu'on regardait, mon père il me disait, t'as pas besoin de montre, petit, il me disait. Regarde la vieille, elle te donnera l'heure. Et donc je regardais ma grand-mère et je savais l'heure qu'il était. Sauf la nuit. La nuit, on savait plus, on n'avait plus d'heure la nuit. Mais le jour, on savait l'heure. Et le chien. Et mon autre grand-mère, alors tout à l'heure sur la réalité des histoires, évidemment, je mélange. Je ne vais pas parler de toutes mes grand-mères. Pour un lecteur, ce n'est pas intéressant. Je ne fais pas du journalisme. Je ne m'adresse pas à des psychanalystes. J'ai réunifié mes grand-mères. De mes grand-mères, j'en ai fait une. Et de mon arrière-grand-mère aussi. Je veux dire, bon, elles sont là. Mais de toute façon, avec l'âge, elles sont confondues. Elles sont là. Elles me regardent toutes. Je ne sais plus là. Même ma mère, d'ailleurs. Elle est là. Elle est avec mes grand-mères. C'est la déesse mère, peut-être, tout ça. Et je me souviens, elle parlait une langue que je ne comprenais pas, parce qu'il ne me parlait pas, c'était le catalan. Hein. Mais après, je me suis mis à le comprendre. Il ne voulait pas. Il fallait qu'on parle français. On était des enfants d'immigrés. Il fallait être les premiers à l'école, donc le français. Et je disais Mamie, parle-moi ta langue, chante-moi. Elle me disait, mais non, petit, ces langues sont faites que pour les animaux, pour parler aux chiens, pour parler aux troupeaux. Et j'ai remarqué que tous les chiens aimaient ma grand-mère. Hein. Et je me suis rendu compte que ma grand-mère, en fait, que les chiens mangeaient des viandes spéciales. Il y avait des morceaux pour les chiens. Et je me suis dit, peut-être que, c'est ça un symbole, peut-être que ma grand-mère, elle parle la langue des chiens et que les chiens l'aiment, parce qu'elle doit manger la même nourriture que les chiens. Et un jour, je suis allé dans un grand marché, je me souviens, avec ma mère, et il y avait marqué « viande pour chien ». Je dis, c'est sûrement la viande que mange ma grand-mère. Et si jamais je bouffe la viande pour chien, qui était des morceaux noirs, pourris, etc., à l'époque, c'était pas le ronron ou le canigou qu'on donnait. Hein. Et je me suis dit, peut-être que je vais parler sa langue. C'est ça la folie hein, du poème, la folie, la clairvoyance. Et un jour, je me souviens, c'était dans ces contrées, pas loin, hein, du côté de Prades, par là. Vinça, c'était à côté de Gloriane. Il y avait le camion qui passait du boucher. Et j'ai demandé au boucher, vous avez de la viande pour chien? Il me fait, oui, ça c'est les meilleurs morceaux. Une viande noire, dégueulasse, je me souviens.
Il m'en donne un paquet, il me dit, ils vont se régaler les clébards. Alors j'ai pris la langue, j'ai pris ce paquet, et puis je suis allé. Alors les chiens, déjà, ils me suivaient, ils savaient que c'était leur viande. Je me suis mis dans un coin, et j'ai voulu, c'est ce que je le raconte dans le texte, je le raconte, et j'ai commencé à manger, j'ai gerbé, c'était manger de la viande crue, noire, je ne sais pas ce que c'était affreux, quoi. Mais enfin, je m'en suis avalé 1 ou 2 morceaux, et au fur et à mesure que je vomissais, les chiens mangeaient ma viande. Excusez-moi, hein, je ne suis pas là pour... Je suis là, j'ai un devoir de vérité vis-à-vis de vous. Et ils bouffaient, et je me suis dit, je vais parler la langue. Et je me suis mis à parler la langue. Comme quoi? Non mais comme quoi, une posture sacrificielle, si vous voulez, poétique, peut emporter toute rationalité. Et c'est en mangeant la viande des chiens, que tout d'un coup, je me suis mis à parler la lingua nostra. Voilà. Et alors, par rapport au tarot, le tarot, c'est une longue histoire, c'est une question. Je ne suis pas venu au tarot comme ça, je suis venu au tarot parce que... au tarot. Je vais publier un livre sur le tarot l'année prochaine. Oui, mais c'est un gros travail qui met des années, vraiment. C'était parce que c'était autour de la langue du pendu. Mais je n'ai pas le temps de vous raconter une histoire qui mettrait 1 heure sur le tarot. Je suis fasciné, comme Rimbaud, par les vieux grimoires, par l'alchimie et par l'esthétique populaire. Je trouve que quand je regarde le tarot de Marseille, les arcanes majeurs, par exemple, ou même les arcanes mineurs, je suis fasciné par la beauté de création populaire de ces arcanes-là. C'est vraiment, ils sont inépuisables, ils sont d'une richesse, et à tel point que je me suis souvent interrogé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier, je vais vous raconter le début de l'histoire du tarot, puisque vous me posez la question, celle d'une carte. C'est celle d'une carte. Le premier poète qui m'a écrit, alors que j'avais 22, 23 ans, et un poète que j'admirais. Enfin, j'avais lu La recherche à la base du sommet, j'avais lu La parole d'un archipel, c'était René Char. René Char m'a écrit, et pour me remercier d'un poème qu'il avait lu dans la revue Émeute, comme quoi, quand vous faites même des petites revues, des poètes aussi énormes que lui pouvaient y répondre. Et j'avais un livre dans lequel il y avait une carte que j'affectionnais particulièrement, je ne sais pas pour quelle raison, c'est la carte du pendu. Ce sont des mondes que vous me demandez de raconter là. Et la carte du pendu était une carte... Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette carte à l'envers, et j'ai vu que le pendu n'était pas pendu, mais qu'il était debout sur sa corde. Voilà. Il était debout sur sa corde, il avait la tête dans les étoiles, il regardait les étoiles, il était heureux. Et puis ça m'a mis en relation avec une vieille histoire de Toulouse, qu'on rencontre aussi dans l'histoire de Voragine. La légende des saints, vous savez, ce gros livre du Moyen-Âge, qui raconte l'histoire de 3 pèlerins d'Allemagne qui passent à Toulouse, qui s'arrêtent à Saint-Cernin pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ces gens, c'était des gens très sympathiques, honnêtes, etc. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Le matin, lorsqu'ils partent, il y a l'aubergiste qui les poursuit en leur criant dessus « Au secours, vous m'avez volé ma vaisselle en argent ». Et ils n'avaient rien volé du tout, les pauvres pèlerins. Mais ouvrez votre valise. Ils ont ouvert la valise. Et effectivement, dans la valise, il y avait tous les couverts, les assiettes en argent qui étaient là. Et bien sûr, il fallait punir ce méfait. C'est peut-être l'aubergiste sûrement qui avait mis la vaisselle, on ne sait pas, mais enfin c'est une histoire mystérieuse. Et on veut pendre le père. C'est pas le père qui est pendu, c'est un de ses fils qui se sacrifie. Ils vont à Saint-Jacques-de-Compostelle et ils reviennent. Et lorsqu'ils vont au cimetière, le pendu était toujours vivant. Et il s'est mis à leur parler. C'est la fameuse histoire du pendu des pendus de Toulouse. J'ai mis en relation cette histoire du pendu des pendus de Toulouse avec la carte du tarot, le pendu. J'ai vu que le pendu qui avait la tête dans les étoiles, c'était aussi Saint-Jacques à Compostelle, parce que c'est le lieu des étoiles, Compostela, enfin, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un cours de lecture sur le tarot. Et un jour, j'étais dans la forêt, au Mexique, bien loin, et j'étais avec des petits-enfants,
qui étaient les initiés des voladores des papantes là. C'est-à-dire ce sont des gens qui montent en haut de pylônes très hauts, hein, qui peuvent faire 20 mètres des fois. Il y a une petite plateforme, et puis en hommage au soleil, et ils vont se jeter dans le vide, ils sont attachés par une corde, et ils vont se mettre à circuler, à tourner comme ça. Et puis quand ils arrivent en bas, clac, ils s'enlèvent la corde. Et j'avais toujours pensé que la corde, c'était très difficile de se jeter dans le vide, attaché par une corde à la cheville. Je l'ai déjà fait, vous pouvez vous arracher la cheville. Et je discutais de cela avec ce gosse qui avait 10 ans, et puis au fur et à mesure, il savait que j'étais poète, il m'a dit, je veux te dire notre secret, on n'est pas attaché à la cheville. En fait, on est attaché à la ceinture. Et la corde est cachée par le pantalon, et c'est pour ça que nous n'avons pas mal. Et j'ai remis immédiatement en corrélation la carte du pendu avec les voladores des papantes, là, et j'ai compris que le pendu de la carte du tarot était pendu par son propre cordon ombilical. Voilà. Chose que j'ai rattachée, par exemple, à l'histoire que je vous ai racontée sur les Tracines dans les Pyrénées. Donc, la carte du tarot, pour moi, est un prétexte à interpréter comme un miroir infiniment déformant des images. Merci. Il y a un autre lien qui rassemble toute votre œuvre. Je pense que c'est l'engagement qui est omniprésent dans tous vos textes. Et on se demandait si vous pouviez concevoir l'art pour l'art. Qu'est-ce que vous pensiez d'une poésie non militante, d'une littérature non engagée? Oui, la poésie n'est pas engagée. Un poète engagé est un poète à gage. La poésie est dégagée, la poésie d'abord. Mais rien n'échappe à la poésie. L'amour, les pierres, le combat, le témoignage. Par exemple, est-ce que j'ai écrit un poème engagé l'autre jour? L'autre jour, j'ai été écœuré par le procès qui a été fait à cette pauvre femme. Vous savez, vous avez lu ça dans la presse, qui a pris sa petite fille et qui s'est mis au bord de la mer et qui l'a noyée. Ils l'ont condamné à 20 ans, je ne sais pas combien de prison. J'ai trouvé que le procureur qui avait demandé ces peines était vraiment une ordure. Et j'ai vu sa plaidoirie. Lui, c'est un assassin. Et j'ai écrit un texte pour elle. Est-ce que c'est un poème d'engagement? Je ne sais pas. Mais j'ai voulu parler d'elle, j'ai voulu parler de la mer. Vous le lirez, ce poème. Il va être publié bientôt. Il a déjà été publié, mais il circule de manière confidentielle. C'est une poésie témoignante, hein, que j'ai. Alors, bien sûr, la poésie, c'est le reflet de votre propre vie. Lorsque j'étais en Amérique latine, que j'ai rejoint, par exemple, la brigade internationale Simon Bolivar, dans les combats que nous avons menés au Nicaragua. Bien sûr, j'ai écrit des poèmes pour mes camarades, pour mes copains, pour mon pistolet. J'avais un Beretta, j'avais un M16. J'ai écrit des poèmes. Lorsque j'étais militant clandestin, lorsque j'étais agent du MIR, du mouvement de la gauche révolutionnaire au Chili. Bien sûr, j'ai écrit des poèmes. J'ai fait un livre qui s'appelle L'Agenda Rouge, que vous pouvez trouver aux éditions Aldante, qui est postfacé par Carmen Castillo, et qui raconte ces histoires-là. J'ai écrit des poèmes pour ma veste. J'avais une veste qui était truquée. Et je passais, aujourd'hui ça serait impossible, je passais des documents secrets pour les copains de la résistance au Chili. Et j'ai écrit des poèmes. Et donc, voilà, j'avais des doublures, tout un tas de trucs. J'ai écrit des poèmes pour cette veste-là. J'ai écrit des poèmes pour tous les copains. Comment, par exemple, ne pas écrire pour ces copines, ces camarades formidables qui ont été torturées et exécutées, notamment ces femmes qui étaient violées en permanence par des chiens policiers. À un moment donné, vous êtes obligé d'écrire pour essayer de comprendre, pas de comprendre, au moins de les venger avec le poème. Dans Le Trésor de la guerre d'Espagne, quand nous sommes entrés à Managua, nous avons trouvé des camps de concentration uniquement pour les enfants, qu'avait fait Tachito, le fils de Somoza, le dictateur,
Et ces camps étaient dirigés par d'autres enfants eux-mêmes qui torturaient les autres enfants. Et comment voulez-vous ne pas témoigner? Les sandinistes, qui étaient à cette époque des gens merveilleux, parce qu'aujourd'hui, toutes les campagnes de révisionnisme qu'on fait sur nos combats sont terrifiantes pour nous. Je suis très en colère. Nous, on n'est pas des djihadistes, on n'était pas, au contraire, je veux dire. Et c'était des psychanalystes argentins qui étaient avec nous pour s'occuper de ces enfants tortureurs. Enfin, c'était au frais. Vous savez ce qu'on leur faisait? Je l'explique bien dans mon livre, Le Trésor de la guerre d'Espagne. C'était les techniques de la CIA. On leur donnait un peu, quand ils rentraient dans le camp, on leur donnait un tout petit chien, un petit chiot qu'il fallait qu'ils élèvent. Et lorsqu'ils élevaient le chien, imaginez-vous ces enfants qui étaient tout seuls et abandonnés de leur père, de leur mère, et ils reportaient tout leur amour, toute leur frustration sur ce petit chien. Et puis, lorsqu'ils avaient bien élevé le chien pendant 6 mois, on les forçait à torturer le chien. Et donc, après, ils étaient aptes à torturer d'autres enfants. Que faire? Et dans Le Trésor de la guerre d'Espagne, j'explique ces enfants. Alors, les enfants que j'ai connus, ils ont été, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais j'étais là, et Ernesto Cardenal a fait la République des enfants dans son île Solentina. Mais le problème de l'engagement n'est qu'une question, c'est qu'une question occidentale. Ça dépend où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous faites. Je n'ai jamais écrit de poème pour un parti, par exemple, mais j'ai été obligé de témoigner de ce qui se passait devant moi. Si je ne témoignais pas, j'aurais été coupable de ne pas témoigner. Il fallait que j'écrive un poème à ma façon pour dire, regardez ce qui se passe. Mais je ne peux pas dire, je suis contre le terme d'engagement, comme je suis contre le terme de performance. Mais évidemment, la société étant ce qu'elle est, beaucoup de mes poèmes, on se souvient de beaucoup de mes poèmes à cause des actions, des poésies d'action que je mène et à cause peut-être des prises de position. Comment, par exemple, lorsqu'il y a un attentat, ne pas... J'ai fait le Bataclan. J'ai fait le Bataclan. Et comment... J'aurais aimé que beaucoup de poètes aussi fassent le Bataclan. Hein. On a été les seuls à faire le Bataclan avec Cara. C'était terrible. Hein. Je veux dire, les gens avaient peur. Nous, on était obligés de faire le Bataclan. Enfin, si on n'est pas capable aujourd'hui de faire le Bataclan, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Rabelais, qui s'est engagé ou dégagé, par rapport à Clément Marot, qui bouffait du lard le vendredi saint? Je veux dire, nos prédécesseurs ont été des gens d'un courage extrême. Que serait-ce de ne pas s'engager par rapport à Vanini, qui a eu la langue arrachée et qu'on a brûlé à Toulouse, place du Capitole, à Bélibaste, ici à côté de chez vous, etc. etc. Donc c'est une fausse question. Et à un moment donné, on est témoin. Et soit on cache son témoignage et on se débrouille pour le communiquer dans des mondes qui vont venir, soit quand on peut, on témoigne radicalement, quand on peut ne pas mettre sa peau en question, il faut le faire. Voilà. C'est comme ça que je peux répondre. Merci. Merci. On arrive bientôt au terme de l'entretien par rapport au temps qu'on a imparti. Peut-être encore une dernière question, une ou deux en fonction de... Allez-y, posez-moi une question. Alors, j'ai 2 questions qui sont prévues, mais en fait, vous y avez déjà répondu d'une certaine manière. Mais je vais quand même les dire parce que ce sont des bonnes questions. Tout de même, donc, en laissant les abréger toutes les deux. Il y en avait une, c'était est-ce que vous avez une volonté dans votre travail, dans votre écriture, de partager une vision manichéenne du monde? Parce que souvent dans les nouvelles et dans les poèmes, eh bien, il y a 2 camps. Il y a des alliés, des ennemis, il y a moi, il y a l'autre. Et c'était quelque chose d'assez fort. Et une autre question, c'était dans vos poèmes, vous évoquez souvent des philosophes et des philosophies. Vous parlez de Gramsci, vous parlez de la liberté du rapport au langage. On en a parlé un peu avant le début. Est-ce que vous vous considérez comme un philosophe-poète? Voilà. Je crois à peu près avoir eu les réponses, mais je suis quand même, pour l'assistance, peut-être poser ces 2 questions. Mon ami Henri Méchonic disait, qui était un grand linguiste, un grand penseur, hein, il disait « Je lis la philosophie
comme Lénine lisait la presse de droite. Méchonic, c'est pas moi qui disais ça, c'est Henri Méchonic. Et je crois que la poésie, elle a une pensée qui est autonome. C'est pas un discours analytique. Le poème, c'est autre chose. Mais est-ce que la poésie a une pensée? C'est comme ça qu'il faut le poser. Hein. Oui, la poésie a une pensée. Est-ce que la poésie pense la philosophie? Oui, la poésie pense la philosophie. J'ai pas dit avec. Hein. Elle pense la philosophie. Est-ce qu'Héraclite est un poète? Oui, Héraclite est un poète. Hein. Est-ce que Zénon d'Élée est un poète? Oui. Etc., etc. On peut. Est-ce que le discours de Platon sur la République est un discours sur la poésie? Bien sûr que c'est un discours sur la poésie. Parce que Platon aussi, ça dépend comment on considère ce qu'est la poésie. Donc le rapport à la pensée, il ne peut pas y avoir de poésie qui ne pense pas. Et la poésie est une spiritualité complète, hein, une expérience particulière de la spiritualité. Alors, c'est une pensée, la poésie appartient à son propre mysticisme. Je suis un mystique athée, mais un mystique, évidemment. Guy Levic, avec qui je faisais de nombreux récitals, qui était communiste, matérialiste, il me dit, moi je suis un panthéiste maintenant. Et tous les gens, Neruda, on ne peut pas lire Neruda sans une pensée comme ça transversale. Il y a un rapport. Donc, un rapport à une pensée qui n'est pas la pensée. Le bouddhisme répond souvent à ces choses-là d'une façon astucieuse. Aussi la Kabbale. La Kabbale répond vraiment d'une manière très intelligente. Je suis un grand lecteur du Zohar, par exemple. Hein, et j'ai écrit beaucoup de poèmes à travers le Zohar. Hein, y compris, j'ai établi des dialogues avec Maïmonide, le livre des Égarés. Donc la poésie pense. Hein, mais un poème ne peut pas décortiquer une pensée comme la philosophie le fait. Ensuite, par rapport à l'engagement, le manichéisme, non. Politiquement, souvent, c'est pas moi qui le dis, c'est Simone de Beauvoir, je crois, une barricade n'a que deux côtés. Il faut choisir son côté. À un moment donné, c'est pas autour de cette table-là que nous sommes dans une barricade. Lorsque un jour tu vois quelqu'un en train de torturer quelqu'un, tu es obligé de descendre le tortureur. C'est pas des petits trucs, c'est des choses vraies. Et donc il n'y a que deux côtés. Il faut faire le choix. Tu ne peux pas dire non, après tout, je m'en vais. Non, non, tu ne marches pas au-dessus de la barricade. Tu l'as choisi. Ensuite, par rapport à l'ennemi, non. Je veux dire, l'adversaire théorique, l'adversaire poétique, je veux dire, bon, c'est un dialogue d'amour. Hein. La poésie est fondamentalement une respiration amoureuse. C'est-à-dire, elle n'est intelligente, la poésie, que parce qu'elle aime. Elle aime même, c'est-à-dire, elle ne peut comprendre que dans l'amour, ce qui se passe devant elle, ou ce qui ne se comprend pas, ou ce qui est hostile. On peut tout comprendre, je veux dire. C'est un message d'amour. Au Chili, lorsque je suis allé à remettre des fleurs sur la tombe, dans le tout à l'égout, devant le terrain de foot, enfin le stade où on avait torturé Victor Jara, les flics qui étaient là savaient que je portais des fleurs. Je leur dis, où est-ce qu'elle est une telle Carmen? Mais ils ne savaient pas, ces poulets, qu'est-ce que je voulais. Mais je les ai regardés froid dans les yeux, et j'ai mis, c'est pour elle, et j'ai mis les fleurs dans le tout à l'égout, devant eux. Ils savaient que je faisais quelque chose de terrible, mais ils n'ont pas osé me descendre. C'est ça aussi la position de la poésie. Alors, à un moment donné, on est là aussi pour faire penser, et pour dire, regardez, il y a ce chemin de l'intelligence, de l'amour qui est devant nous. Et pour dire ce chemin, des fois, il faut être très violent et très abrupt. Ceux qui m'ont appris cette violence, ce sont des gens avec qui j'ai travaillé, comme, vous ne les connaissez pas, mais comme Julian Beck de Living Theatre, hein, qui m'a appris beaucoup de choses, Julian. J'ai fait mon dernier récital avec lui à Beaubourg, 15 jours avant sa mort. J'ai eu cette chance. On m'a demandé, parce que tout se tient dans ces questions que vous me posez, lorsqu'on me pose la question sur la performance, la poésie d'action, j'ai une chance terrible dans ma vie, c'est d'avoir été ami enfant et adolescent avec Gatti, par exemple. Hein, et Gatti qui a écrit d'ailleurs un texte sur les récits que je lui ai faits de la guerre d'Espagne. Et le Livin, vous vous rendez compte, je vais au théâtre à 16 ans,
Ben, la première fois que je vais au théâtre, il y avait la police. Les flics, les CRS qui étaient là. C'était une pièce de Gatti. Il y avait Marty qui faisait le service d'ordre, Claude, de Carcassonne. Il était là, il était musclé, il faisait de l'haltérophilie à l'époque, c'était le chef du SO. Et puis, je vais au théâtre le lendemain, je vais voir Julien Bek. Je rentre et je vois des comédiens qui étaient pas des comédiens, c'était sous le Vietnam, je crois. Et j'en vois un qui se met à pisser sur le public, je vous assure, pendant 3 minutes. Il avait dû avaler des litres d'eau. Et je me suis dit, putain, c'est super le théâtre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une partie du théâtre contemporain, tu vois, qui m'échappe un peu. Mais j'étais avec... et donc, mes actions sortent un peu de là aussi. Hein. Gramsci, pas Gramsci, hein, Gramsci, c'est quelqu'un... J'ai fait beaucoup d'actions autour d'Antonio Gramsci, qui est un grand philosophe. Mais aujourd'hui, je ne peux pas développer les thèses de Gramsci, mais enfin, aujourd'hui, quand même, il faut savoir que le mouvement est un mouvement... S'il y a un mouvement d'espérance, il reste culturel. Hein. Dernière question. Non, 2 autres. 3 autres. Peut-être la question sur la langue. Je ne sais plus, c'est... Oui, c'est là. Oui. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus personnelle. Quand on vous parlait tout à l'heure, vous parliez de Rimbaud, et vous disiez que c'était important de savoir que Rimbaud sortait de son père, et qu'on ne le savait pas assez quand on était étudiant en lettres à la fac. Et en vous écoutant parler, vous parlez beaucoup de votre père aussi, de votre famille. Et est-ce que c'est vraiment le point de départ de votre littérature, votre rapport à votre famille? Oui, enfin, le père de Rimbaud, c'est un autre type de question, parce que tout le monde a un père, tout le monde a une mère, donc... Mais ce n'est pas les mêmes pères dont je parle. On ne va pas psychanalyser ma façon de parler du père. Mais, non, je disais pour Rimbaud, les gens connaissent, ignorent qui est Rimbaud. Hein. Mais Rimbaud, il avait un père qui était un très grand écrivain, chose qu'on ne dit pas. Et donc le mythe se perpétue inlassablement en disant génération spontanée, c'est le génie qui éclot, un peu comme avant Pasteur, on croyait que les microbes c'était des générations spontanées. Non, Rimbaud le produit d'une famille. Hein. Et son père, j'ai lu les textes qu'écrivait son père, c'était vraiment une écriture remarquable. Et puis aussi c'est le fils c'est le neveu des frères de sa mère, hein, qui étaient des truands, des contrebandiers, etc. Et Rimbaud, il a eu donc des modèles masculins qui l'ont créé, voilà. Mais bien sûr, lorsque l'autre jour à l'université, je t'assure, Julien, il y avait qui sont venus, il y avait une classe, je ne connaissais pas, qui sont venus me dire, qui sont venus à la Cave Poésie, voir un spectacle autour de François Villon. Et j'étais très heureux de voir tous ces profs que je ne connaissais pas, qui mettaient les pieds pour la première fois à la cave, et avec des jeunes, voilà. Et j'ai fait un discours. Je dis aux jeunes, vous savez pourquoi j'aime François Villon? Parce que je l'ai appris. J'ai dit parce qu'il était pédé, parce qu'il a tué un curé, et il a braqué une banque. Eh bien, ils avaient fait... Les jeunes qui étaient devant moi, jeunes étudiants, ne le savaient pas. J'étais stupéfait. C'est-à-dire que les gens qui ont transmis l'histoire de Villon l'ont censuré. Enfin, je suis tombé raide. Et tout ça, c'était inlassable. C'est-à-dire que le discours, la transmission de l'enseignement est une transmission qui est cassée, qui est coupée. Mais ça, il y a beaucoup d'années. C'est pas cette année. Hein. On n'allait pas faire de rapprochement avec les profs de la section. Et qu'est-ce que c'était la question? Ah oui. Le lien avec votre famille, la filiation, la transmission. Ah, oui. Ben, moi, je suis d'une famille très humble. Hein. Mon père était ouvrier dans le bâtiment. Ma mère était couturière. Et ils se sont, pour eux, l'émancipation passait par la culture et par le livre. Et si j'écris des poèmes aujourd'hui, c'est grâce à eux, notamment grâce à ma mère et à mon père qui me faisaient réciter des récitations. On allait à l'école, on ne regardait pas les dessins animés, il fallait qu'on sache la récitation par cœur. Et c'était comme ça. Et les poèmes que j'écris, c'est aussi des poèmes de vengeance, un petit peu sociale. Hein. La glorification de mon père, de savoir. Je crois que
Je crois que le poète, il a toujours un devoir d'histoire, un devoir d'histoire par rapport aux gens qu'il a côtoyés. Je trouve formidable ce qu'écrit Proust, hein, sur sa société. C'est pareil, en fait, je ne suis ni moins... Enfin, Proust était plus fort que moi en l'écriture. Mais je pense que c'est les mêmes dynamiques qui nous habitent. Et quand je parle de mon père, je parle de quelqu'un qui n'a pas pu écrire son histoire. Et quand je parle de ma mère, je parle d'une femme formidable qui ne pouvait pas parler parce qu'elle était couturière. Je la vois toujours avec des épingles, vous savez, pleine la bouche, avec ce mannequin en train de coudre. Elle ne parlait pas, ma mère, parce que si elle se mettait à parler, elle avalait les aiguilles. Et comment voulez-vous qu'on ne devienne pas poète avec des gens comme ça? Mon père, vous savez, c'est lui qui m'a fait découvrir la mer pour la première fois. J'avais 5 ans, je courais à Argelès, presque à côté du camp de concentration. Et quand vous voyez la mer pour la première fois, c'est quelque chose, je peux vous le dire. Il y avait les oiseaux, il y avait le bruit, il y avait les vagues. Et je me suis mis à courir, j'étais devenu fou. J'ai couru vers la mer. Et mon père était derrière moi. C'était un jeune homme, mon père, à cette époque-là. Il courait. Et puis, dès que j'ai voulu plonger mes mains dans l'eau, il m'a arraché de l'eau. Il m'a dit, touche pas cette eau. Il m'a dit, c'est mon rapport à la nature aussi. Il m'a dit, ici, tu vois, nous étions 3000 anarchistes en train de chier nos dysenteries. Et l'armée française, à cheval, nous regardait, nous lavait le cul, et c'est la Méditerranée qui nous lavait les fesses. Et j'étais obligé, c'est une parole forte par rapport à la mer. Et quand je vois la mer, je pense toujours aux 2 ou 3 000 culs des anarchistes espagnols qui chiaient leur dysenterie à Argelès. Merci beaucoup, Monsieur Pey, pour vos lumières, vos réponses à nos questions. Merci d'avoir fait... Merci à vous. Merci. Merci.